Imaginez que la plus belle femme dans la salle d'audience soit en réalité la même personne accusée du meurtre le plus atroce. Aujourd'hui, notre histoire parle de Barbara Graham, la femme que la presse a surnommée l'ange assassin. Elle avait un visage innocent et un sourire calme, mais derrière ce sourire se cachait un secret. Et si vous découvrez ce secret, votre regard sur l'être humain pourrait changer pour toujours. Avant de commencer, je veux que vous réfléchissiez avec moi à cette question. Une enfance difficile peut-elle transformer une personne innocente en criminelle qui aime faire couler le sang, ou bien le mal était-il en elle depuis le tout début? Restez jusqu'à la fin, parce que dans les derniers instants de cette histoire, tout bascule. Sans plus attendre, commençons. Notre histoire commence le 26 juin 1923, à Oakland, en Californie, le jour où Barbara est née. Et c'est là que survient le premier choc. Barbara n'est pas née dans un hôpital comme la plupart des enfants. Barbara est née en prison. Sa mère était mineure, âgée de seulement 17 ans, et elle était emprisonnée pour prostitution. La toute première fois que Barbara a ouvert les yeux sur le monde, elle a vu les murs d'une prison. Et j'ai envie de vous poser une question, à vous qui regardez cette histoire. Un enfant né dans de telles conditions peut-il devenir une personne équilibrée, ou était-ce presque impossible dès le départ? Ce qui compte, c'est ceci. L'enfance de Barbara a été remplie de chaos. Lorsqu'elle avait 2 ans, sa mère, Hortense, a été envoyée dans une école de redressement pour filles, et Barbara a été placée en foyer. Pendant tout ce temps, Barbara attendait le jour où sa mère sortirait de l'institution, viendrait la chercher et l'emmènerait avec elle. Mais malheureusement, chers spectateurs, ce jour n'est jamais arrivé. Lorsque sa mère est sortie, elle a refusé de la reprendre. Des membres de la famille sont allés la voir et lui ont dit « Récupère ta fille au foyer et élève-la ». Mais elle a refusé catégoriquement, et elle leur a répondu avec une phrase qui ne devrait jamais sortir de la bouche d'une mère qui comprend le sens de la maternité. La mère de Barbara a dit, mot pour mot, « Je n'ai même pas réussi à m'occuper de moi-même, et vous voulez que je m'occupe de ma fille ». Elle a refusé par tous les moyens d'aller chercher Barbara au foyer. Ce fut la première vraie blessure dans le cœur de Barbara, infligée par la personne qui aurait dû l'aimer le plus. Et la question ici est simple. Si votre propre mère est la première à vous abandonner, comment pensez-vous que vous verrez le monde après cela? Après le rejet de sa mère, Barbara a commencé à passer d'un endroit à l'autre, parfois chez des proches, parfois chez des voisins. Elle n'avait aucun foyer stable. Cela lui a donné le sentiment d'être seule, comme si personne ne voulait d'elle. Bien sûr, avec une vie aussi difficile, elle n'a pas pu recevoir une bonne éducation. Sa scolarité a été mauvaise, et cela a eu un impact énorme sur sa vie. À l'adolescence, la rue est devenue sa véritable maison. Elle sortait, veillait tard et cherchait n'importe quoi qui puisse lui faire oublier le passé. Littéralement, elle passait presque tout son temps dans la rue. Jusqu'au jour où elle a été arrêtée pour vagabondage et placée dans une institution. Mais Barbara n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle s'est échappée de l'établissement pendant quelques jours, puis la police l'a rattrapée. Cette fois, elle a été envoyée à la Ventura School for Girls, la même école de redressement où sa mère avait été placée avant elle. L'histoire semblait se répéter. Ton destin est le même que celui de ta mère, que tu l'acceptes ou non. L'histoire était-elle en train de forcer Barbara à tourner dans le même cercle que sa mère? Ou bien avait-elle déjà commencé à choisir elle-même cette route? En 1939, lorsqu'elle est sortie de l'école de redressement, toutes ses anciennes relations avaient disparu. Toutes les personnes qu'elle connaissait avaient coupé les ponts avec elle. À ce moment-là, elle a décidé qu'elle devait changer sa vie pour le mieux. Elle s'est inscrite à l'université pour étudier l'administration des affaires et s'est mariée à l'âge de 16 ans avec un homme nommé Harry Kibble. Elle a eu leur premier enfant alors qu'elle étudiait encore. Mais ce mariage n'a pas duré. Elle s'est séparée de son mari en 1941. Ensuite, elle s'est remariée et a eu un deuxième enfant. Mais là encore, il n'y avait aucune stabilité. Barbara s'enfonçait dans le monde des nuits agitées et de la drogue, et cela a détruit sa relation avec son mari. Tout s'est terminé par un divorce. Le foyer s'est effondré. Le mariage s'est brisé. Et son esprit a commencé à se perdre peu à peu. Barbara essayait-elle d'échapper à son passé, ou était-elle en train de se construire un présent encore pire? Gardez bien cette question en tête, parce que la réponse apparaît clairement dans les événements qui suivent. La vie de Barbara a commencé à sombrer bien plus profondément qu'avant. Elle a commencé à consommer de la drogue, à jouer, et à fréquenter des criminels à la réputation désastreuse. Et avec tout ce chaos et toute cette déchéance, il n'est pas surprenant que la prison revienne dans sa vie. En 1944, elle est retournée en prison, cette fois pour prostitution. Et lorsqu'elle en est sortie, elle est revenue à ses anciennes habitudes. Elle a recommencé à fréquenter des escrocs, des criminels, des voleurs et même des tueurs à gages. À cause d'un autre choix insensé, elle est retournée en prison une nouvelle fois.
Mais cette fois, elle a été condamnée à 5 ans parce qu'elle avait fait un faux témoignage au tribunal afin d'innocenter 2 criminels. La prison était littéralement devenue sa seconde maison. Barbara a purgé sa peine dans le système pénitentiaire de l'État de Californie. Chaque fois qu'elle sortait de prison, elle disait « Cette fois, je vais changer. Cette fois, je serai meilleure. » À sa sortie, Barbara a travaillé comme infirmière au Nevada. Là-bas, elle s'est mariée pour la 3e fois en 1951. Mais ce mariage n'a pas duré non plus. Il n'y avait pas d'entente entre elle et son 3e mari, et ils se sont séparés. Après cela, Barbara a quitté le métier d'infirmière et s'est mise à travailler dans un club nocturne. Avec le temps, elle est retournée à la prostitution. Et c'est ici que la véritable horreur commence. En 1953, Barbara a épousé un homme nommé Henry Graham et a eu son 3e enfant. Henry était un ancien criminel et un toxicomane. Après son mariage avec Barbara, il l'a introduite dans un groupe de criminels où chacun semblait pire que l'autre. Imaginez un instant une femme comme Barbara, quelqu'un qui agissait avant de réfléchir, placée au milieu de gens qui ne connaissaient que le crime. Quelle fin pouviez-vous attendre? Nous entrons maintenant dans la partie la plus dangereuse de cette histoire. Alors concentrez-vous bien. Après être entrée dans le cercle criminel d'Henry, Barbara a fait la connaissance de 2 hommes, Emmett Perkins et Jack Santo. Sa relation avec Perkins est devenue plus qu'une simple amitié. Elle est devenue une relation amoureuse, et cette relation a été l'étincelle qui a tout embrasé. Perkins avait un plan de vol très tentant. Lui, Jack Santo et un autre homme que Barbara connaissait à peine, nommé John True, lui ont proposé de participer à l'opération. Barbara, dans sa folie, a accepté immédiatement. La cible était une femme âgée nommée Mabel Monahan, âgée de 64 ans. Elle souffrait d'un handicap physique et vivait à Burbank, en Californie. Le gang était convaincu que la maison de cette vieille dame était remplie d'argent et de bijoux. Mais voici la question logique. Cette femme âgée était-elle vraiment riche? La réponse, aussi choquante soit-elle, est non. Elle n'était pas riche du tout. En réalité, elle vivait modestement grâce à la pension de son mari décédé. Alors qui a trompé ce gang en leur faisant croire qu'elle était riche? Ou, plus précisément, d'où venait cette idée? La raison, chers spectateurs, c'est que la fille de cette vieille dame avait été mariée à un riche joueur nommé Luther B. Après leur séparation, et après que la fille eut déménagé ailleurs, Luther n'a pas coupé les liens avec la vieille dame. Il continuait à lui rendre visite fréquemment, et leur relation restait particulièrement forte. C'est ainsi que des rumeurs ont commencé à circuler. Luther cacherait son argent et ses bijoux dans la maison de Mabel Monahan. Et comme toujours, les gens adorent les rumeurs. Ils aiment les répandre. Ces rumeurs ont transformé la maison de la vieille dame en cible idéale pour les voleurs et les bandes criminelles, y compris Barbara et son groupe. Le 10 mars 1953, Barbara, Perkins, John True et un autre homme nommé Baxter Shorter ont décidé de passer à l'action pendant la nuit. Quand la nuit est tombée, Barbara est allée frapper à la porte de la vieille dame. Elle lui a dit « Ma voiture est tombée en panne. Pourriez-vous me laisser entrer pour utiliser le téléphone ?» La pauvre vieille dame était de bonne foi. En entendant une voix de femme à sa porte en pleine nuit, elle lui a ouvert pour l'aider. Mais lorsqu'elle a ouvert complètement la porte, elle a vu 3 hommes derrière Barbara. À cet instant, elle a pris peur et a essayé de refermer la porte. Mais les 3 hommes ont poussé la porte, sont entrés de force, lui ont attaché les mains derrière le dos et l'ont installé dans le salon. Puis ils ont commencé à lui demander « Où est l'argent? Où sont les bijoux ?» Mais la vieille dame les a ignorés. Elle a refusé de parler. Elle n'a prononcé pas un seul mot. Et c'est là que les versions ont commencé à diverger. Au tribunal, il a été dit que Barbara s'était mise en colère, avait saisi un pistolet et avait frappé Mabel à la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle se mette à saigner. Ensuite, Barbara aurait dit à Perkins « Continue, frappe-la jusqu'à ce qu'elle avoue où elle a caché les bijoux et l'argent. » D'après les témoignages, Perkins a continué à battre la vieille dame. Et lorsqu'ils en ont eu assez de son silence, Barbara a pris un oreiller, l'a placé sur le visage de la vieille dame et a appuyé de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle meure. Tout cela parce qu'ils n'ont rien trouvé. Et le plus incroyable, c'est que l'endroit où ils ont tué la vieille dame se trouvait juste à côté d'un placard. Et à l'intérieur de ce placard se trouvaient des bijoux d'une valeur de 15,000 $. Mais ils n'ont même pas remarqué le placard, et ils sont repartis sans emporter le moindre centime. Le lendemain, le 11 mars, le jardinier est venu tailler les plantes. Il a trouvé la maison anormalement silencieuse et a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il a immédiatement appelé la police. La police est arrivée, est entrée dans la maison et a trouvé la vieille dame morte au milieu du salon. Ses mains étaient attachées
et son visage était couvert d'ecchymoses. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage. Son sac contenait encore 447 dollars et quelques bijoux. S'il s'était agi de voleurs ordinaires, ils auraient tout pris. Lorsque la fille de Mabel Monahan a appris ce qui était arrivé à sa mère, elle a offert une récompense de 5,000 dollars à quiconque fournirait des informations menant au meurtrier. Et c'est à partir de là que la fin a commencé pour le groupe de Barbara. Après que la nouvelle de la récompense s'est répandue, un informateur a mis la police sur la piste de l'un d'eux, John True. Quand la police l'a retrouvé, John a pris peur et a accepté de devenir témoin contre son groupe en échange d'une absence de poursuite, ou au moins d'une peine allégée. Et c'est ce qu'il a fait. Il a témoigné contre eux, et l'essentiel de son témoignage faisait porter le poids principal de l'affaire sur Barbara. C'est là que l'enquête a vraiment basculé. Barbara a passé tout son temps à crier qu'elle était innocente. Mais son comportement en prison a encore davantage abîmé son image. Barbara était du genre à toujours penser qu'il y avait deux solutions. Une qui pouvait l'aider, et une autre qui pouvait l'envoyer droit au désastre. Et d'une façon presque incroyable, elle choisissait souvent celle qui la menait à sa perte. Pendant qu'elle était en prison, elle a essayé de corrompre une nouvelle détenue pour qu'elle témoigne que Barbara se trouvait avec elle au moment du crime. Mais cette détenue est allée directement voir la police, leur a tout raconté, et a obtenu une réduction de peine en échange. Le piège s'est refermé sur Barbara. Cet épisode a fortement nui à sa réputation devant le tribunal. Quand on lui a demandé au procès « Pourquoi avez-vous fait cela ?», elle a donné une réponse saisissante. Elle a dit au juge « Avez-vous déjà ressenti le désespoir ? Savez-vous ce que cela signifie d'arriver à un point où l'on ne sait plus quoi faire ?» C'est littéralement ce qu'elle a répondu lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait agi ainsi. Peu à peu, tout le procès a commencé à tourner autour de Barbara. Même si 3 hommes se trouvaient avec elle sous les mêmes accusations, toute l'attention et tous les médias se sont concentrés sur Barbara. On pourrait croire que cela jouait en sa faveur. Mais en réalité, c'était tout le contraire. La presse était avide de sensationnalisme. Tout ce qu'elle voulait, c'était vendre des journaux avec des titres chocs et des histoires captivantes. On disait que Barbara était une femme séduisante, capable de contrôler n'importe quel homme et de lui faire tout ce qu'elle voulait. Et dès que les médias se sont emparés de cette image, ils ont fabriqué un monstre. Barbara avait travaillé comme serveuse, et dans son environnement social occidental, il n'était pas inhabituel qu'elle porte des vêtements voyants. Mais la presse a exagéré cela et l'a amplifié. Un journal a même écrit qu'au tribunal, elle bâillait et regardait ses ongles vernis pendant qu'on décrivait la manière dont Mabel avait été tuée. Lors d'une audience, quand on l'a appelée à témoigner, elle a trébuché et est tombée au sol. Les journaux ont immédiatement prétendu qu'elle faisait semblant afin de retarder le verdict. Finalement, le tribunal a condamné Barbara et les hommes qui l'accompagnaient à la peine de mort pour vol et meurtre. Quant à John True, il s'en est sorti. Barbara a tenté de faire appel et d'obtenir une réduction de peine, mais toutes les portes se sont refermées devant elle. Elle a été transférée dans le couloir de la mort de la prison de San Quentin. En prison, elle a accordé une interview à un journal qu'il a surnommé « La femme sanglante ». Dans cette interview, Barbara a parlé de sa mère et a dit que sa mère ne se souciait pas de savoir si elle vivait ou mourait, du moment que Barbara ne la dérangeait pas. Elle a aussi déclaré « Si je dois passer le reste de ma vie en prison, je l'accepte. Et peut-être que cela serait mieux pour mes enfants que de me voir mourir. » Le 3 juin 1955, Barbara devait être exécutée à 10 h du matin. Mais le gouverneur de Californie de l'époque, Goodwin G. Knight, a reporté l'exécution à 10 h 45. Quand il a été 10 h 45, l'exécution a encore été repoussée, cette fois à 11 h. À ce moment-là, Barbara s'est mise en colère et a dit « Pourquoi me torture-t-on ? J'étais prête à partir à 10 h. Vous continuez à changer l'heure sans arrêt. » À 11 h 28, Barbara a été sortie de sa cellule et conduite dans la chambre à gaz. Elle a demandé qu'on lui couvre les yeux. Le responsable de l'exécution, Joe Ferretti, lui a dit « Prenez une grande respiration. Cela ne vous dérangera pas. » Et elle lui a répondu avec une dernière phrase « Comment savez-vous que cela ne me dérangera pas ?» 3 minutes plus tard, elle était exécutée, ainsi que les 2 hommes condamnés avec elle. Elle est devenue la 3e femme à être exécutée par gaz dans l'histoire de l'État de Californie. Quant à John True, après avoir témoigné contre eux, il s'en est sorti. Mais l'histoire de Barbara ne s'est pas arrêtée avec son exécution. Après sa mort, des films et des pièces de théâtre ont été produits sur elle, le plus célèbre étant I Want to Live, sorti en 1958. L'actrice Susan Hayward y a incarné Barbara et a remporté un Oscar.
Mais ce qui est étrange, c'est que le film a présenté Barbara presque comme une victime innocente, injustement traitée par la justice. Autrement dit, même après sa mort, les gens n'étaient toujours pas d'accord. Était-elle une criminelle ou une victime des circonstances, du système et des médias? Et maintenant, la question est pour vous. Barbara était-elle victime de ces circonstances ou était-elle une criminelle qui a choisi elle-même le chemin du crime? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis certain que les avis seront très partagés. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Si Dieu le veut, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Au revoir.